grand angle. Souvenez-vous, c'était le 14 mars 2022, quelques semaines seulement après le début de l'invasion russe. Une jeune femme blonde brandit à l'antenne de Pervy Canal, la première chaîne russe, une pancarte où sont inscrits les slogans pacifistes. Non à la guerre, ne croyez pas à la propagande, ici on vous ment. L'image a stupéfié le monde entier. Cette jeune femme, c'est vous, Marina je me suis pourtant bien entraînée, Ovsiannikova. Bienvenue. Alors, vous avez fui la Russie pour trouver refuge en France avec l'aide de Reporters sans frontières, RSF dont vous êtes le secrétaire général, Christophe Deloire. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, Marina Ovsiannikova, quand vous brandissez cette pancarte, vous savez que votre vie va basculer ? Oui, j'ai deviné que ça allait bouleverser ma vie. Mais cela dit, je ne pouvais plus me taire. C'était un point de non-retour, ce début de guerre. Il fallait annoncer haut et fort dans le monde entier que le roi était nu. Il a construit cette fabrique de la propagande autour de lui. Mais ça n'est qu'une décoration, ce n'est qu'un décor en carton qui recouvre son impuissance. Et ça, c'était un signal que je voulais envoyer avant tout aux élites russes. Il ne faut pas croire à la puissance de ce roi qui est nu. Mais cela faisait des années que vous travailliez pour cette chaîne, donc vous participiez à cette propagande. C'est ce que certains vous reprochent. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Depuis ces 20 dernières années, tous les médias indépendants ont disparu en Russie. Tous les médias sont sous le contrôle de l'État. Le Kremlin a petit à petit absorbé tous les médias, parfois par l'intermédiaire des amis de Poutine, parfois par d'autres moyens. Mais en tout cas, il n'y a plus de médias indépendants. Il y a des journalistes indépendants qui sont des personnes extraordinairement courageuses et qui toutes se trouve aujourd'hui à l'extérieur de la Russie. Si vous voulez être un journaliste en Russie, vous êtes obligé de jouer selon les règles de l'État et du pouvoir. Lorsqu'il y a 20 ans, je suis arrivée à la première chaîne. C'était une chaîne d'information tout à fait correcte, professionnelle et qui n'était pas une machine de propagande. Il est devenu progressivement, on a serré les boulons de plus en plus fort. Chaque année, d'année en année, ça devenait de plus en plus insupportable. Cette protestation, elle a mûri dans le fond de mon cœur pendant des années et des années. Et le début de cette invasion a signé pour moi le point de non-retour. Et là, vous vous êtes dit, c'est tellement énorme. C'est vrai que ça a fait le tour du monde. Est-ce que vous pensiez que ça allait vous protéger ? À ce moment-là, j'étais prête à tout. J'étais même prête à aller en prison pendant plusieurs années. J'étais prête à ce geste, même pour que même quelques secondes, la vérité résonne dans cette bulle de la propagande que la Russie a construite. J'étais prête à me sacrifier, mais heureusement pour moi, la communauté internationale m'a tendu une main secourable dès ce moment-là. Lorsque j'étais interrogée, l'enquêteur m'a dit « Zelensky vous a remercié, Emmanuel Macron vous offre l'asile ». Et le ton de cet interrogatoire a changé immédiatement. Donc on parlait de poursuite pénale au début. Et puis, au fur et à mesure, le ton a changé et on m'a dit que finalement, on se contentera de me condamner à une amende. La journaliste russe Maria Ponomarenko a été condamnée ce mercredi 15 février à 6 ans d'emprisonnement par un tribunal russe pour avoir dénoncé sur Instagram l'offensive en Ukraine. C'est ce que vous vouliez éviter. C'est pour ça que vous avez quitté la Russie ? Oui. C'est une condamnation tout à fait inhumaine. C'est le même article pour lequel nous avons été jugés, l'article 207.3 sur les fausses nouvelles, la diffusion de fausses nouvelles concernant les forces armées russes. Moi, j'avais parlé du nombre d'enfants assassinés en Ukraine. Elle a parlé du théâtre de Mariupol. Et malheureusement, en Russie, toutes ces informations ont
qualifiées de fausses puisque ce ne sont pas des informations qui sont publiées sur le site du ministère de la Défense russe. Donc finalement, en Russie, les Russes vivent à l'intérieur d'une réalité parallèle et je suis très peinée pour ma collègue. C'est une personne qui a mon âge, qui a également 2 enfants, c'est une journaliste sans peur et sans reproche et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la soutenir puisque moi j'ai eu plus de chance et je suis reconnaissante et ma reconnaissance est sans bornes et sans frontières si je peux me permettre vis-à-vis des Reporters sans frontières puisque s'ils ne m'avaient pas tendu la main, mon destin aurait été tout aussi tragique. Nous avons pu nous échapper 9 jours seulement avant mon procès et j'étais certaine que ce procès se serait soldé par une peine d'emprisonnement. Reporters sans frontières, donc c'est impliqué, puisque c'est grâce à RSF que vous avez pu quitter le pays. Comment ça s'est passé, Christophe Deloire? Comment vous avez pu organiser? Vous bénéficiez d'un réseau sur place en Russie? En fait, Marina Ovsiannikova m'a contacté en septembre dernier par intermédiaire en disant nous envisageons de quitter la Russie, est-ce que vous pouvez nous aider? Et on lui a répondu positivement. Reporters sans frontières a coordonné l'ensemble. Il y a eu beaucoup de soutien. Et moi, je voudrais rendre un hommage vraiment très fort à tous ceux qui ont soutenu, qui ont pris des risques. Donc et les Russes une opération comme celle-là, il faut des gens pour aider. Et ils ont été nombreux. Et certains ont pris vraiment des risques. Marina a dû quitter son domicile. Elle était assignée à résidence. Elle avait un bracelet électronique. Elle est partie, et ça c'était une très bonne idée, elle est partie un vendredi soir au moment où les policiers ne regardent pas tellement les écrans de surveillance ou les alarmes de bracelets électroniques parce qu'ils vont boire, c'est le vendredi soir. Il y a une espèce de fragilité des dispositifs policiers, y compris dans les dictatures, et heureusement en l'espèce. Et elle a réussi à couper son bracelet, à partir, à rejoindre une frontière et dont le passage a été extrêmement difficile. Oui, vous avez eu peur, Marina? Vous avez eu peur pour votre vie lors de cette fuite? Bien sûr que j'avais peur. Jusqu'à la dernière minute, je ne pouvais pas fuir parce qu'on m'avait pris ma fille et j'avais dit à Christophe, je ne pourrais pas fuir si je suis sans mon enfant parce que si je quitte la Russie sans elle, et je risque de ne pas la revoir pendant des années. Donc je suis prête plutôt d'aller en prison que de partir sans elle. Donc ma fille a réussi également à fuir une sorte d'assignation à résidence que son père lui imposait. Elle m'a rejoint et là nous avons pu fuir. Il y a beaucoup d'amis, pas seulement RSF, mon avocat, beaucoup de personnes qui ont pris part à cette fuite. Nous avons changé de véhicule 7 fois. Le dernier véhicule s'est embourbé et nous nous sommes retrouvés en plein champ, dans le noir. Nous nous sommes orientés grâce aux étoiles. Et lorsque nous voyons les véhicules des gardes frontières ou des tracteurs, la personne qui nous accompagnait disait « Couchez-vous, jetez-vous à terre » et c'est ce que nous faisions. Et donc, pendant plusieurs heures, nous avons erré dans ce champ avant de trouver notre chemin. La connexion sans fil ne fonctionnait pas et c'était une vraie épreuve. Mais vous avez aussi un fils en Russie. J'ai lu que votre mère était pro-Poutine. Est-ce que votre famille, finalement, c'est un miroir de ce qui se passe aujourd'hui en Russie avec les pros, les anti-Poutine? Oui, malheureusement, cette guerre brise les familles en Russie. Il y a beaucoup de familles comme la nôtre. La génération de personnes plus âgées soutiennent Poutine, ils ont le même âge que Poutine, ils sont pour la guerre, ils veulent reconstruire l'Union soviétique. La jeune génération tend vers la liberté, comprend ce que sont les valeurs démocratiques, donc les jeunes sont plutôt contre la guerre. Et des familles comme la mienne, il y en a énormément, peut-être la moitié de la Russie. Des familles sont brisées, les gens les plus proches ne se parlent plus. Et quel est le rôle donc de l'information? Vous évoquiez la propagande. Il y a des émissions phares avec des présentateurs vedettes comme Vladimir Soloviev, qui est proche du Kremlin. Il est loin d'être le seul. Margarita Simonian, on pourrait dire aussi directrice du réseau de la chaîne Russia Today. Comment elle fonctionne, cette propagande? On vous oblige à écrire? Il y a une pression? Comment ça fonctionne?
Non, non, personne ne fait pression sur ces personnes-là. Si vous parlez de ces niveaux de propagandistes-là, ils vendent leur conscience contre des très, très grosses sommes d'argent. D'autres professionnels des médias savent qu'ils ne trouveront pas d'autre travail que celui-là, donc ils sont des otages de cette situation. Et cette propagande russe, elle est tout à fait efficace. C'est sur le modèle de la propagande de Goebbels, qui dit blanc lorsque ce noir, qui ne retient que des faits isolés qui peuvent être utilisés contre l'Ukraine et contre l'Occident. Et je vous dirai plus, beaucoup d'entre mes collègues comprennent très très bien ce qui se passe. Le matin, ils signent des pétitions en faveur de la démocratie ou de Navalny, et le soir, ils préparent ces sujets sur le perfide Occident, sur les nazis en Ukraine, etc., etc. Donc, c'est une situation très complexe et je ne sais pas comment percer cette bulle de propagande, cette bulle d'information. Je pense que ce devrait être notre objectif numéro un, briser ce vide d'information et apporter aux Russes des informations vraies sur ce qui se passe. Christophe Deloire, Marina le disait, aujourd'hui l'indépendance des journalistes russes, elle est impossible. Combien sont-ils enfermés en prison ? Au jour où on parle, il y a au moins 19 journalistes en détention, d'après les statistiques établies par Reporters sans frontières, en Russie pour des raisons totalement arbitraires. Il y a aujourd'hui un arsenal juridique qui est délirant, qui a été construit au fil des années, qui a été aggravé après le 24 février, après le début de la guerre, avec aujourd'hui un système juridique qui est kafkaïen, où dire la vérité peut vous amener à 15 ans de prison. Donc c'est une intimidation massive, une répression inédite depuis les heures du stalinisme et qui est extrêmement dangereuse. Et moi, je voudrais rendre hommage aussi à tous les journalistes qui ont fait vivre pendant des années le journalisme indépendant en Russie, qui aujourd'hui sont pour l'essentiel en exil. Ils sont en exil beaucoup en Europe, à Riga, à Amsterdam, à Berlin, où ils ont recréé des médias. Reporters sans frontières les soutient. Ils ont recréé des médias à destination de la diaspora russe, mais aussi à destination de la Russie. On a réussi à faire un déblocage technologique de Meduza, qui est un des grands médias russes, avec une très forte audience, dans une opération qui s'appelle Collateral Freedom et qui consiste en fait à faire des sites miroirs, à les placer sur des serveurs dont le Kremlin ne peut pas se passer pour que les Russes, quand même, aient accès à cette information. Après, ça n'empêche pas qu'une bonne partie de la population russe, malheureusement, n'a pas envie d'y avoir accès. Marina, est-ce que vous avez peur pour votre vie ? Est-ce que vous avez peur pour votre vie aujourd'hui ? Je pense que la France est pour moi un pays où je suis en sécurité. Je pense que si j'avais peur, je me serais cachée dès la première protestation, dès la première action de protestation. Je n'ai pas peur. Je veux lutter pour l'avenir de mon pays, pour l'avenir de mes enfants. Je n'ai pas l'intention de me taire. Je vais continuer à défendre la liberté de la presse en Russie et les journalistes qui font l'objet de répression et qui se trouvent emprisonnés aujourd'hui. Donc, je n'ai pas peur. Vous croyez à une issue de la guerre rapide ? Quand cette guerre a commencé, nous pensions tous que c'était l'affaire de quelques semaines, que ce mal universel ne peut pas avaler le monde. Mais nous voyons que cela dure depuis pratiquement un an, nous voyons une guerre qui se prolonge, et je pense que c'est une guerre d'épuisement. Mais je pense aussi qu'elle doit absolument se terminer par la victoire de l'Ukraine, qui doit récupérer tous les territoires qui ont été envahis. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons prétendre à un avenir. La Russie doit capituler. Les criminels de guerre russes doivent se trouver sur les bancs des accusés des tribunaux internationaux. Merci Marina Ovsiannikova d'être venue sur notre plateau. Merci Christophe Deloire.